On va passer à l'intervention suivante par le docteur Vrillon, la docteur Vrillon de Paris, et par Olivier Bouzige, le docteur Bouzige de Strasbourg, qui va commencer l'intervention. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des marqueurs biologiques de la maladie à corps de Lévy et je vais commencer avec les biomarqueurs du liquide cérébrospinal et ensuite, effectivement, je passerai la parole au docteur Vrillon qui vous parlera des biomarqueurs sanguins de la maladie à corps de Lévy, biomarqueurs sanguins qui sont en plein développement, aussi bien pour la maladie d'Alzheimer que pour la maladie à corps de Lévy. Je fais un bref rappel sur le diagnostic de la maladie à corps de Lévy. Donc, la maladie à corps de Lévy est proche à la fois de la maladie d'Alzheimer du fait de la présence de déficits cognitifs qui vont être semblables entre les deux pathologies et proche de la maladie de Parkinson du fait de la présence d'un syndrome parkinsonien, mais également d'un point de vue physiopathologique par la présence de corps de Lévy qu'on va retrouver dans les deux pathologies qui sont dues à l'agrégation d'une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine dont on a parlé et je vais revenir dessus. Alors, le diagnostic différentiel de la maladie à corps de Lévy, c'est pas seulement par rapport à la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, mais par rapport à plein d'autres pathologies. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des biomarqueurs qui soient vraiment spécifiques de la maladie à corps de Lévy pour pouvoir faire le diagnostic différentiel de cette maladie. Quand on fait une revue de la littérature sur les biomarqueurs Alzheimer, les biomarqueurs Alzheimer qui sont dosés en routine, à savoir à bêta-42, à bêta-40, taux total et taux phosphorylé. La question est de savoir est-ce que ces biomarqueurs permettent de faire le diagnostic différentiel entre maladie d'Alzheimer et maladie à corps de Lévy. Alors juste pour rappel très, très rapidement, ces biomarqueurs dans la maladie d'Alzheimer on va avoir une diminution de la bêta-42, une diminution du ratio 42 sur 40, une augmentation de taux total et une augmentation de taux phosphorylé. Donc, est-ce que ces biomarqueurs permettent le diagnostic différentiel entre les deux pathologies? Donc, il y a énormément de publications qui ont étudié ces biomarqueurs Alzheimer dans la maladie à corps de Lévy. Donc, vous voyez, alors on n'a pas de pointeur, mais je ne sais pas si avec la souris, on peut montrer ou pas? Non, on ne peut pas montrer. Bon, donc vous avez à gauche la bêta-42. Vous voyez que les premiers patients, c'est les patients Parkinson, ensuite patients maladie à corps de Lévy, patients Alzheimer et patients contrôle. Et donc, vous voyez que la bêta-42 est diminuée chez les patients maladie à corps de Lévy, quasiment au même niveau que chez les patients Alzheimer. En tout cas, ils sont significativement plus bas que les patients contrôle et que les patients Parkinson. Ensuite, vous avez à droite le dosage de taux. Et pour phosphoto, c'est exactement le même type de profil. Et donc, on se rend compte que les patients maladie à corps de Lévy n'ont pas d'augmentation de taux par rapport aux patients Parkinson ou par rapport aux patients contrôle, alors que chez les patients Alzheimer, vous voyez une augmentation de la protéine tau et de la protéine phosphoto. C'est exactement le même profil. Donc, si on veut être simple, trivial, on va dire que dans la maladie à corps de Lévy, on va avoir une diminution de la bêta-42 et par contre, les protéines tau et phosphoto restent plus ou moins normales dans la maladie à corps de Lévy. Alors, dans toutes ces études, ça a été fait chez des patients à un stade relativement avancé. Et donc, à Strasbourg, le professeur Blanc a mis en place une cohorte de patients, qui est la cohorte alpha-Lévy-MA, où on a des patients à un stade assez précoce. On a pas mal de patients à un stade précoce. Et puis, avec d'autres collègues au niveau national, on a mis en place une cohorte pour étudier ces biomarqueurs. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les résultats. Je vais juste, j'ai schématisé les résultats pour que ce soit un peu plus visuel. Et donc, on va regarder d'abord les résultats pour la bêta-42. Et donc, alors, pour la maladie d'Alzheimer à droite, on voit que la diminution de la bêta-42, ça c'est très bien décrit, elle est extrêmement précoce. Donc, avant même les troubles cognitifs, avant même
qu'on atteigne un stade prodromique chez les patients Alzheimer. Et ensuite, il n'y a pas tellement de différence, pas tellement d'évolution de la bêta-42 entre les stades prodromiques et les stades de démence. Par contre, pour la maladie à corps de Lévy, on voit que la bêta-42 a une diminution beaucoup plus tardive entre les stades prodromiques et les stades de démence. Alors ça, c'est de manière globale, hein, bien évidemment. On verra après les profils et les pourcentages de patients qui ont des A-bêta-42 normales ou pathologiques. Mais disons, pour simplifier, on va avoir ce type d'évolution. Pour la bêta-40, alors, chez les patients Alzheimer, alors ça, on ne retrouve pas toujours ces résultats, à savoir une augmentation de la bêta-40 au stade prodromique chez les patients Alzheimer, puis ensuite une diminution des niveaux d'A-bêta-40. En tout cas, nous, c'est ce qu'on avait retrouvé dans notre cohorte. Il y a certaines cohortes qui montrent qu'il n'y a pas d'évolution de la bêta-40. Donc voilà, c'est assez discuté. Pour la maladie à corps de Lévy, on a très peu de variations de la bêta-40. Alors, on a l'impression que ça diminue un peu, puisque c'est ce qu'on a trouvé, mais pas de manière significative. Il y a certaines études qui montrent quand même qu'il y a des niveaux, des diminutions des fois d'A-bêta-40. En tout cas, on a des niveaux d'A-bêta-40 qui sont relativement bas chez les patients maladie à corps de Lévy. Et donc, quand on regarde le ratio 42/40, on se rend compte que on a le même profil que pour la bêta-42, hein, avec une diminution précoce chez les patients Alzheimer et puis une diminution tardive du ratio chez les patients maladie à corps de Lévy. Alors, on va passer aux résultats, donc, aux courbes ROC. Donc là, ça parlera plutôt aux médecins et scientifiques, qui permettent donc de déterminer en fait l'efficacité des biomarqueurs pour discriminer les pathologies. Donc, quand on regroupe, étant donné qu'on n'a pas de variation en fait de taux et phospho-taux entre les stades prodromiques et déments, on peut les regrouper. Et quand on compare donc les patients maladie à corps de Lévy et les patients Alzheimer, pour la protéine tau, on se rend compte qu'on a un AUC à 0,88 et sensibilité et spécificité qui sont au-dessus de 80%. Hein, donc souvent, on considère qu'un biomarqueur est bon quand il a une sensibilité et une spécificité supérieure à 80%. Donc c'est le cas pour tau. Et également pour phospho-tau, on a une AUC à 0,89 et une bonne sensibilité et spécificité. Donc, les biomarqueurs tau et phospho-tau permettent une bonne discrimination entre maladie à corps de Lévy et maladie d'Alzheimer. Hein. C'est-à-dire que on a tau, phospho-tau qui varie peu entre pour la maladie à corps de Lévy et elle est fortement augmentée chez les patients Alzheimer. Alors pour la bêta-42, on ne peut pas regrouper les stades prodromiques et déments puisqu'on a une évolution de la bêta-42 en fonction du stade. Donc là, si on regarde la courbe ROC pour la bêta-42 au stade prodromal, on a une AUC à 0,76 avec une sensibilité et spécificité qui sont en dessous de 80%, donc ce n'est pas très très bon. Et au stade de démence, comme on a une diminution de la bêta-42, eh bien, la courbe ROC s'effondre et on est encore moins bon pour discriminer les deux pathologies avec une AUC à 0,64. Pour la bêta-40, alors on utilise rarement la bêta-40 tout seul pour discriminer les pathologies, mais on se rend compte ici qu'entre maladie à corps de Lévy et maladie d'Alzheimer au stade prodromique, on a une AUC à 0,80 et donc avec sensibilité et spécificité qui ne sont pas si mauvais que ça pour discriminer les deux pathologies. Au stade de démence, étant donné qu'on a une diminution de la bêta-40 dans la maladie d'Alzheimer, on a une AUC qui diminue au stade de démence. Pour le ratio 42/40, donc ça devient intéressant en fait au stade prodromal puisqu'on a une AUC à 0,95 avec une bonne sensibilité et bonne spécificité. On va être meilleur même que tau et phospho-tau. Par contre, au stade de démence, on va avoir une diminution de l'AUC à 0,72. Donc on perd en discrimination au stade de démence.
Alors ici, c'est les profils des patients, donc c'est assez intéressant, puisque donc, on a regardé les patients qui ont aucun biomarqueur pathologique, un biomarqueur pathologique, deux biomarqueurs pathologiques, ou 3 biomarqueurs pathologiques. Et donc, en haut à gauche, vous voyez donc les patients en maladie à corps de Lévy au stade prodromal. Et en fait, la moitié des patients n'ont aucun biomarqueur pathologique. On a 26% des patients, donc un quart des patients, qui ont une diminution isolée d'ABETA42. Si on compte les autres profils où on a une diminution de la bêta-42, on se retrouve à un peu plus de 30% des patients avec des diminutions d'ABETA42 donc chez les patients maladie à corps de Lévy au stade prodromal. Au stade de démence, on a toujours un quart des patients qui n'ont aucun biomarqueur pathologique. On est à 39% des patients avec une diminution de la bêta-42. Et là encore, si on compte tous les profils avec une diminution de la bêta-42, on se retrouve à peu près à 60% des patients avec une diminution de la bêta-42. En tout cas, on n'a pas du tout les mêmes profils qu'avec les patients Alzheimer. Alors, pour conclure sur les biomarqueurs dans la maladie à corps de Lévy, les biomarqueurs Alzheimer, la moitié des patients atteints de la maladie à corps de Lévy n'ont pas de biomarqueurs pathologiques au stade prodromique et plus d'un quart au stade de démence. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Tau et phospho-tau donc, sont les meilleurs biomarqueurs, quel que soit le stade de la pathologie, pour établir le diagnostic différentiel entre maladie à corps de Lévy et maladie d'Alzheimer. Concernant les peptides amyloïdes, on a vu qu'on avait une diminution de la bêta-42 qui est plus tardive dans les cours cliniques de la pathologie de la maladie à corps de Lévy que dans la maladie d'Alzheimer, où cette diminution est très précoce. Au stade prodromal, donc le meilleur biomarqueur amyloïde, c'est le ratio 42/40, qui reste normal dans la maladie à corps de Lévy, alors qu'elle est diminuée dans la maladie d'Alzheimer. Et puis un rôle, alors ça, j'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais la bêta-42 aurait un rôle également intéressant comme biomarqueur pronostic. Il y a des études qui ont montré que chez les patients où on avait une diminution de la bêta-42, eh bien, on avait une évolution plus rapide de ces patients maladie à corps de Lévy. Je vais maintenant vous parler de l'alpha-synucléine, qui va s'agréger dans différentes pathologies, donc maladie à corps de Lévy, maladie de Parkinson, démence parkinsonienne et atrophie multisystématisée. Et donc, on va regrouper sous le nom de synucléinopathie, puisqu'en fait, la protéine alpha-synucléine va subir des changements conformationnels, alors soit à cause des mutations ou alors du micro-environnement. On ne sait pas encore exactement à quoi c'est dû, mais on va avoir des changements qui vont entraîner des phénomènes d'agrégation, avec notamment la présence de feuillets bêta ou encore de modifications post-traductionnelles comme des phosphorylations. Et ces oligomères vont s'agréger pour former des fibrilles d'alpha-synucléine qui, au final, vont former des corps de Lévy. Et donc la question est de savoir si le dosage de l'alpha-synucléine totale a un intérêt pour le diagnostic de la maladie à corps de Lévy. Et on verra également si la mise en évidence des feuillets bêta par une technique particulière permet le diagnostic différentiel de la maladie à corps de Lévy. Alors pour l'alpha-synucléine totale, il y a eu des résultats contradictoires, mais la majorité des études tendent vers ce type de résultats. Donc je vous ai mis 3 papiers différents. Par exemple, si on prend le dernier, on se rend compte, c'est toujours les mêmes résultats, à savoir que les patients maladie à corps de Lévy, donc qui sont en orange, ils ont les mêmes niveaux d'alpha-synucléine totale que les patients Parkinson ou démence parkinsonienne, et pas de différence non plus par rapport aux contrôles qui sont en vert. Par contre, chez les patients Alzheimer, on se rend compte qu'on a une augmentation de l'alpha-synucléine totale. Donc on a bien une différence significative entre les patients Alzheimer et les patients maladie à corps de Lévy. Donc les niveaux d'alpha-synucléine sont plus élevés chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer que chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy ou que dans les synucléinopathies de manière générale, et que les témoins sains, donc les niveaux sont plus élevés chez les patients Alzheimer que chez les témoins sains.
Les niveaux d'alpha-synucléine chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy sont très légèrement inférieurs. Donc là, on peut le voir, c'est très légèrement inférieur. Il y a certaines études qui ont montré une diminution significative de l'alpha-synucléine totale chez les patients maladie à corps de Lévy. Mais il n'y a qu'une ou deux publications qui ont réussi à montrer ça. Donc si diminution il y a, elle est très faible. Donc toujours sur notre cohorte alpha-Lévy-MA, on a regardé également l'alpha-synucléine totale. Et on a donc des patients à un stade très précoce, hein, donc des contrôles des patients maladie à corps de Lévy au stade prodromal, patients à corps de Lévy au stade de démence. On voit qu'on n'a pas de différence entre le stade prodromique et le stade de démence. Et pareil pour les patients Alzheimer au stade prodromique et au stade de démence. Donc la différence significative entre la maladie à corps de Lévy et la maladie d'Alzheimer se fait dès les stades prodromiques. Quand on poule donc les patients prodromiques et déments, donc on voit qu'on a toujours cette différence, hein, bien évidemment, entre maladie à corps de Lévy et maladie d'Alzheimer, avec des niveaux plus élevés chez les patients Alzheimer. Et la courbe ROC nous indique que donc on a une AUC à 0,78, sensibilité et spécificité en dessous de 80%. Donc l'alpha-synucléine totale, finalement, n'est pas extrêmement bonne pour différencier les deux pathologies. Et même lorsque l'on prend en compte les biomarqueurs Alzheimer, qui permettent une bonne discrimination entre Alzheimer et maladie à corps de Lévy, notamment tau et phospho-tau, eh bien l'alpha-synucléine n'améliore pas le diagnostic différentiel entre ces deux maladies. Alors, ensuite, il y a une technique qui permet d'évaluer l'alpha-synucléine pathologique, qui est la RT-QuIC, donc qui est la Real-Time Quaking Induced Conversion, et qui est basée sur l'effet prion-like de l'alpha-synucléine, c'est-à-dire que l'alpha-synucléine pathologique, donc avec la présence de ces feuillets bêta en rouge là, quand elle rencontre une alpha-synucléine normale, elle va transformer l'alpha-synucléine normale en alpha-synucléine pathologique avec présence de feuillets bêta. Et donc, ça va entraîner des phénomènes d'agrégation. Cette technique également se base sur la thioflavine qui reconnaît en fait ces feuillets bêta et qui a une activité fluorescente. En fait, on peut l'activer par un spectrophotomètre et donc lire la fluorescence avec cet appareil. Donc la technique, hein, on prend des plaques 96 puits. Dans ces puits, on va mettre du liquide cérébrospinal et de l'alpha-synucléine recombinante en excès, donc de l'alpha-synucléine normale. Et on ajoute également de la thioflavine, plus d'autres produits. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste pour vous dire voilà, que ça prend quand même, il faut chauffer, il faut agiter, ça prend un certain temps, puisqu'il faut un peu plus de 5 jours pour avoir des résultats. Et donc, on peut avoir ce type de résultat. Par exemple, si dans le liquide cérébrospinal qu'on a ajouté, c'est un patient maladie à corps de Lévy qui a donc de l'alpha-synucléine pathologique, eh bien, l'alpha-synucléine pathologique va transformer l'alpha-synucléine recombinante en alpha-synucléine pathologique. Et donc, la thioflavine va se fixer sur ces feuillets bêta, et donc la fluorescence va augmenter. Et donc, on va pouvoir lire cette fluorescence avec des lectures toutes les 45 minutes. Donc, c'est en temps réel qu'on va avoir ces résultats. Et donc, on va avoir ce type de résultats. Alors, en haut à gauche, vous avez des patients maladie à corps de Lévy. Et donc, vous voyez qu'au bout d'un certain temps, la fluorescence va augmenter chez ces patients. Alors, il y a des patients qui restent quand même... Il n'y a pas d'amplification qui se passe, donc ça manque un peu de sensibilité. À droite, on a des patients maladie de Parkinson en noir. Vous voyez que là encore, vous avez des amplifications de l'alpha-synucléine. En rouge, c'est des patients contrôle, donc on n'a pas d'amplification. En bas à gauche, vous avez des patients Alzheimer. Alors en bleu, là, c'est toujours des patients, enfin c'est des contrôles qui permettent de vérifier que la manip a bien fonctionné. On a des contrôles positifs.
Et vous voyez que chez les patients Alzheimer, on n'a pas d'amplification de l'alpha-synucléine. Et ce qui est intéressant, c'est dans les comorbidités, maladie à corps de Lévy, maladie d'Alzheimer, où on arrive, là encore, à avoir des augmentations de fluorescence chez ces patients. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à diagnostiquer des patients avec une comorbidité Alzheimer plus maladie à corps de Lévy. Donc c'est des patients qui ont par exemple des biomarqueurs Alzheimer pathologiques et une RT-QuIC positive. Donc la RT-QuIC est un ensemble spécifique des synucléinopathies avec, en tout cas de la maladie à corps de Lévy et de la maladie de Parkinson. Pour les atrophies multisystématisées, ça marche. En fait, il faut modifier le protocole pour que ça fonctionne. Mais si on utilise le protocole classique, on n'aura pas de résultat. Donc, en conclusion, le dosage de l'alpha-synucléine totale a un intérêt plutôt limité. Par contre, le dosage qualitatif de l'alpha-synucléine pathologique par RT-QuIC, où on peut retrouver aussi dans les études le PMCA qui ressemble à la RT-QuIC, permet donc une sensibilité de 65 à 98%, une spécificité qui varie entre 98 et 100%. Donc on a une très bonne spécificité et on manque un peu de sensibilité, notamment au stade prodromique où ça manque un peu de sensibilité. Donc c'est assez pertinent chez les patients donc maladie à corps de Lévy et chez les patients maladie de Parkinson. Et voilà, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole au docteur Vrion. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de me permettre de parler des biomarqueurs sanguins, qui est un domaine qui est très actif en ce moment, donc c'est particulièrement excitant. Alors, pourquoi les biomarqueurs sanguins? Alors, pour plein de raisons, c'est des biomarqueurs qu'on recherche activement. Déjà, c'est des biomarqueurs qui sont moins invasifs par rapport à la ponction lombaire. Et qui sont les prises de sang, c'est déjà bien établi dans le suivi de plein de pathologies. Il n'y a pas de contre-indication, contrairement à la ponction lombaire. Ils permettent le suivi dans le sens où on peut les remesurer durant l'évolution. Et ils auraient aussi un intérêt, par exemple, pour screener, c'est-à-dire pour essayer de sélectionner les patients qui seraient des bons candidats pour les essais thérapeutiques, et aussi pour permettre dans un second temps, par exemple, le dépistage dans des départements moins spécialisés pour permettre de favoriser un diagnostic précoce et pour le plus gros nombre de patients. Néanmoins, c'est quand même un défi parce qu'il y a pas mal de choses qui fait que c'est difficile de mesurer des protéines dans le sang. Par rapport au liquide céphalorachidien, qui est un liquide très pur, dans le sang, il y a des globules blancs, des globules rouges, plein de protéines, qui fait que c'est difficile de mesurer une protéine précise. Après, les marqueurs qu'on cherche à mesurer, c'est des protéines du cerveau, et elles vont passer dans le sang, mais à travers une barrière qui est les méninges. Et donc, ça va passer en quantité très faible. Donc, ce n'est pas forcément évident à mesurer. Il peut aussi y avoir des modifications dans le plasma par d'autres protéines qui vont changer notre marqueur. Et il y a également des protéines qui sont aussi exprimées en périphérie par d'autres organes qui peuvent induire des difficultés d'interprétation. Néanmoins, ces dernières années, il y a eu des développements de nouvelles techniques très sensibles qui vont rendre possible le dosage de nouveaux marqueurs qui sont en concentration très faible. Alors, je vais d'abord parler de l'alpha-synucléine, dont mon collègue Olivier Bouzige vient de parler. Évidemment, on a envie et on a essayé de le mesurer dans le sang. Néanmoins, il y a un obstacle majeur pour cette protéine parce que c'est très exprimé, c'est à concentration élevée dans les globules rouges. Donc, quand on va mesurer le plasma, on va avoir des risques de contamination par les globules rouges et on va mesurer de l'alpha-synucléine qui n'est pas issue du cerveau, mais qui vient de la périphérie. Néanmoins, il y a plusieurs équipes qui ont essayé, qui ont réussi à mesurer cette protéine, mais les résultats sont très contradictoires. Donc là, vous voyez, il y a une série d'études qui trouvent des niveaux augmentés. Il y a aussi une série d'études qui trouvent des niveaux diminués.
Après, on voit quand même que c'est des petits groupes de patients qui ont été étudiés, 52 patients, 40 patients, 28 patients. Les techniques de dosage utilisées, elles ne sont pas uniformes, ce qui rend difficile le fait de vraiment tirer des conclusions. Et on a toujours ce problème de contamination par les globules rouges. Donc je pense qu'il faut continuer à s'intéresser à cette protéine, mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat qui soit solide. Mes collègues ont déjà parlé du fait qu'il y a un certain nombre de patients atteints de la maladie à corps de Lévy qui vont aussi avoir les lésions cérébrales de la maladie d'Alzheimer, autour de 50%. Or, en ce moment, il y a eu une énorme avancée dans le domaine des marqueurs sanguins pour la pathologie d'Alzheimer. Et les marqueurs de la ponction lombaire, on peut maintenant les doser dans le plasma. Alors ça reste quand même de la recherche, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui est déjà disponible, mais c'est très prometteur. Et notamment, vous voyez sur le graphe à droite, on voit que dans le plasma, chez des patients avec une maladie d'Alzheimer, la protéine phosphoto est augmentée de manière précoce et spécifique. Donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ce marqueur pourrait identifier les copathologies, c'est-à-dire la présence aussi de ces lésions chez les patients MCL. Et il y a eu une très grosse étude récemment sur une cohorte de près de 1000 patients, dont 371 patients avec une maladie à corps de Lévy. Donc un très gros groupe. Et ce qu'ils ont pu observer, c'est que les patients MCL ont une concentration de protéines phosphoto dans le sang qui est plus élevée que les témoins, mais qui est moins élevée que les patients avec une maladie d'Alzheimer et qui est similaire à celle des patients avec une maladie de Parkinson. Dans la suite de l'étude, ils ont séparé les patients entre ceux qui ont une fonction lombaire positive et ceux qui ont une fonction lombaire négative. Et ils ont vu que ce marqueur, il différencie de manière adéquate les patients qui ont la copathologie Alzheimer de ceux qui ne l'ont pas. Donc c'est le graphique là à droite. Et on voit que ceux qui ont la bêta-42 diminuée, ils ont une augmentation de phosphoto dans le sang. Donc ce marqueur, phosphoto 181 sanguin, il a identifié de manière efficace les patients avec une MCL qui présentent cette copathologie Alzheimer. Et on a vu qu'il y a un intérêt pronostique à savoir ça, parce que c'est des patients qui peuvent évoluer plus rapidement. Donc là aussi, dans l'étude, ils ont regardé s'il y avait un lien avec le score cognitif, et ils ont vu qu'effectivement, les patients qui avaient un trouble cognitif plus marqué ont un taux sanguin de protéines phosphoto qui est plus élevé. Donc ce marqueur, potentiellement, il aurait un intérêt pronostique pour les patients avec une MCL. Je vais maintenant parler d'un autre marqueur qui est aussi dans le sang, et c'est les neurofilaments légers. Alors les neurofilaments légers, c'est une protéine du squelette des neurones, donc des principales cellules cérébrales. Et quand il y a une lésion cérébrale, on sait que les neurofilaments légers ils sont relargués d'abord dans le liquide cérébrospinal, puis dans le plasma. Et on a des techniques robustes pour les mesurer. Ce marqueur, on sait que dans le sang, c'est augmenté dans plein de maladies, les pathologies neurodégénératives, mais aussi les traumatismes crâniens ou les accidents vasculaires cérébraux. Donc dans une étude de 2021 qui a étudié des patients MCL au stade précoce puis au stade un peu plus tardif, on a pu voir que les neurofilaments sont augmentés dès le stade précoce par rapport à des sujets contrôles et qu'ils augmentent encore quand la maladie évolue. Néanmoins, vous voyez sur le graphique de droite que ces marqueurs ils sont augmentés dans beaucoup de pathologies. Donc ce n'est pas un marqueur spécifique qui va permettre tellement de faire la part des choses avec une autre maladie neurodégénérative. Néanmoins, il pourrait avoir un autre intérêt diagnostique dans le sens où on sait que les patients avec une maladie de Parkinson ont des taux de ce marqueur qui sont bas et qui sont similaires à des contrôles. Et donc, le marqueur NFL, mesuré dans le sang, pourrait permettre de contribuer à différencier la maladie de Parkinson et la maladie à corps de Lévy dans les cas un petit peu litigieux et avec une sensitivité et une spécificité qui sont intéressantes. Hop. Additionnellement, on voit dans la même étude que
ces taux sanguins de protéines NFL étaient associés à l'évolution des troubles cognitifs au cours du temps. C'est-à-dire que les patients qui avaient des NFL plus élevés présentaient un déclin cognitif plus marqué au cours du temps. Et donc là encore, ça nous suggère que ce marqueur pourrait permettre de suivre la maladie de manière simple et accessible via la prise de sang. Alors, je vais passer à des marqueurs qui là explorent plus un mécanisme de maladie, mais qui ne sont pas forcément un marqueur diagnostique. C'est les marqueurs d'inflammation. Alors, on a maintenant pas mal d'arguments, que ce soit d'études cliniques ou d'études plus fondamentales, que la neuroinflammation, l'activation du système immunitaire dans le cerveau, mais aussi en périphérie, fait partie des mécanismes qui participent à la maladie. Et on a des marqueurs accessibles maintenant dans le sang et de neuroinflammation et d'inflammation périphérique. Ces marqueurs, à terme, ils pourraient être particulièrement intéressants parce qu'actuellement, il y a des traitements anti-inflammatoires qui sont à l'essai dans la maladie. Et donc, on peut penser que ces marqueurs, ils permettraient de monitorer ces nouveaux traitements. Alors, je vais commencer par les marqueurs de neuroinflammation, donc des protéines d'origine cérébrale, d'inflammation qu'on va doser dans le sang. Et il y en a deux particulièrement qui sont intéressantes. Donc, c'est la protéine YKL40, c'est un marqueur de la microglie. Donc, ce sont des cellules inflammatoires résidentes du cerveau. Et ça, on a plusieurs essais qui ont montré que les taux sont augmentés, sans doute en réponse au dépôt d'alpha-synucléine chez les patients à corps de Lévy. Au contraire, la protéine GFAP, qui elle est un marqueur des astrocytes, c'est aussi des cellules d'inflammation, mais un petit peu différentes, et ce marqueur-là, il est plutôt retrouvé comme normal chez les patients à corps de Lévy, alors que celui-là, il augmente dans la maladie d'Alzheimer. Donc là encore, un marqueur qui pourrait contribuer à faire la part des choses entre plusieurs pathologies neurodégénératives. Au niveau périphérique, on a aussi des résultats intéressants. Il y a des panels, c'est-à-dire une série de molécules pro-inflammatoires qui ont pu être mesurées dans le sang, qu'on appelle les cytokines. On en a beaucoup parlé avec le Covid parce que c'est aussi un mécanisme d'inflammation qui a eu lieu dans le Covid. Et on voit que les patients MCL, ils ont des taux au début de la maladie qui est plus important que le taux chez des sujets contrôle ou que par exemple dans la maladie d'Alzheimer. De manière intéressante, avec l'évolution de la maladie, ces molécules d'inflammation, elles redescendent. Donc ça a un intérêt ça nous donne des informations sur les mécanismes de la maladie, parce que ça suggère que l'inflammation, ça serait un mécanisme de la pathologie qui survient au début, et puis qui retombe. De plus, il y avait aussi les lymphocytes, donc les globules blancs, qui présentaient chez les patients MCL un profil un peu différent, donc un autre petit signe qu'il se passe quelque chose en périphérie et que ça pourrait être monitoré avec des marqueurs sanguins. Alors maintenant, je vais présenter deux types de marqueurs qui sont très nouveaux et qu'on commence tout juste à explorer. Alors les premiers, c'est les vésicules extracellulaires. Les vésicules extracellulaires, c'est des petites vésicules, il faut voir ça comme des petites bulles qui vont se détacher de la membrane des cellules, des neurones, qui sont pleins de neurotransmetteurs et qui vont permettre la communication entre les neurones et des cellules gliales, donc des cellules de soutien et inflammatoires. On sait que ces vésicules, elles ont un rôle dans la communication, notamment de l'inflammation. Et maintenant, on a des techniques pour les extraire du sang et pour mesurer les taux de protéines qui sont à l'intérieur. Ça pourrait avoir deux intérêts, qui est de mieux comprendre les mécanismes de la maladie. Et le deuxième, ça serait peut-être de s'en servir comme biomarqueur pour diagnostiquer ou suivre les patients. Donc là, c'est un exemple, parce qu'il y a pas mal d'études qui commencent à sortir, mais c'est un exemple d'un groupe qui a donc mesuré toutes les protéines qu'ils ont pu identifier dans ces vésicules chez 20 patients MCL, 19 patients MCL et 20 patients contrôle, et ils ont comparé les taux entre MCL et contrôle. Et par exemple, ils ont vu que la gelsoline, qui est une protéine des cellules neuronales qui favorise
l'excrétion de neurotransmetteurs, et qu'elle est diminuée chez la MCL par rapport au contrôle et que les patients Alzheimer ont des taux un peu intermédiaires. Donc ça, cette protéine, c'est intéressant comme biomarqueur, mais c'est aussi intéressant, par exemple, parce que ça pourrait nous dire que c'est une voie cellulaire à aller explorer et qui est importante dans la maladie. Alors la question que assez rapidement les gens se sont posées, c'est est-ce que l'alpha-synucléine, elle est dans les exosomes et est-ce qu'on peut la mesurer? Et effectivement, l'alpha-synucléine a pu être mesurée dans les exosomes et on a pu mettre en évidence que, c'est le graphique qui est à gauche, il y a une diminution de l'alpha-synucléine mesurée dans les exosomes par rapport aux patients avec une maladie de Parkinson, alors que les taux dans la MCL sont pareils que des sujets contrôle. De manière intéressante, il y avait une réelle différence entre Parkinson et MCL, ce qui fait que ça pourrait, à terme, peut-être être utilisé pour le diagnostic. Voilà, c'est des résultats très préliminaires qui demandent confirmation, mais c'est des voies qui sont clairement à creuser. Les derniers travaux que je vais vous présenter, c'est des résultats très récents qui viennent de l'équipe INSERM U1144 avec l'équipe du professeur Paquet, qui ont été réalisés par Perrine Millot et qui sont des marqueurs de dysfonction mitochondriale. Donc, les mitochondries, c'est des petites formations, des organites intracellulaires qui sont très importants pour la cellule parce que impliqués dans la production d'énergie. Et c'est un peu, voilà, ça permet à la cellule de fonctionner et de respirer. Et on sait que l'alpha-synucléine, elle interfère avec beaucoup de processus intracellulaires. Et il y a des premiers arguments pour penser que c'est le cas avec la mitochondrie. Et donc, Perrine Millot a fait des prises de sang à des patients MCL, a extrait certaines protéines qui sont celles des cellules, ce qu'on appelle PBMC, mononucléées sanguines. C'est un certain nombre de globules blancs. Et dans cet extrait de protéines, elle a pu doser des protéines de la mitochondrie pour voir si celles-ci seraient modifiées. Et elle a mesuré donc des protéines de la fusion mitochondriale, c'est-à-dire des protéines qui vont permettre à deux mitochondries de fusionner, et des protéines de fission, c'est-à-dire les protéines qui permettent à des mitochondries de se séparer en deux pour en créer des nouvelles. Et de manière très intéressante, elle a pu montrer que 3 protéines montraient chez les patients à corps de Lévy des taux très différents par rapport au sujet contrôle. Donc vous avez les témoins qui sont pour chaque protéine qui sont à gauche et les MCL à droite. Et vous voyez que c'est très différent et que les deux groupes se chevauchent peu. Donc ces résultats, ils ont 2 implications importantes. La première chose, c'est que ça supporte le fait que la mitochondrie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder et explorer dans la maladie. Et la deuxième chose, c'est que les biomarqueurs mitochondriaux pourraient être des biomarqueurs adéquats pour diagnostiquer ou monitorer la maladie. Donc pour les grands messages, c'est qu'on a maintenant des nouveaux biomarqueurs sanguins qui sont prometteurs pour suivre des mécanismes de la maladie et évaluer des thérapeutiques, donc les dépôts amyloïdes, les lésions neuronales, la neuroinflammation. On a des biomarqueurs très innovants. Néanmoins, effectivement, on n'a pas de biomarqueurs sanguins diagnostiques actuellement validés. Et dans tous les cas, pour avancer, il faudra des études avec des plus grands effectifs, avec plus de patients, pour pouvoir vraiment progresser dans ce domaine, mais qui devrait être vraiment une aide clinique très importante. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, au docteur Vrillon et puis au docteur Bouzige. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Frédéric Blanc, toujours présent. Allez, merci pour ces excellentes présentations, on apprend plein de choses. J'avais une question pour Agathe et une question pour Olivier. Alors la question pour Olivier, c'est est-ce que finalement il y a une amyloïdopathie différente dans la maladie à corps de Lévy par rapport à la maladie d'Alzheimer? Je te laisse le temps de réfléchir. Et pour Agathe, alors c'est vraiment passionnant cette question des mitochondries. On sait qu'il y a un dysfonctionnement mitochondrial qui est secondaire à l'accumulation d'alpha-synucléine dans les neurones. Comment se fait-il qu'on le retrouve dans le sang? Et est-ce que c'est
ça nous fait dire qu'il y a un problème aussi énergétique, puisque la mitochondrie, c'est la centrale énergétique du neurone et des cellules en général. Donc, est-ce qu'on peut, en fonction de ces 3 protéines qui sont augmentées, est-ce qu'on peut en avoir une idée à travers le sang ? Alors pour l'amyloïdopathie, c'est vrai que donc dans la maladie à corps de Lévy, on trouve une diminution de la bêta-42 dans le liquide cérébrospinal. Donc, comme dans la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que dans la maladie d'Alzheimer, on explique cette diminution de la bêta-42 par le fait qu'il y ait des phénomènes d'agrégation de la bêta-42 au niveau cérébral qui fait qu'on a cette baisse de la bêta-42 au niveau du LCS. Alors maintenant, dans la maladie à corps de Lévy, est-ce que cette diminution de la bêta-42 est due à des phénomènes d'agrégation de l'amyloïde au niveau cérébral? Donc, c'est pas vraiment sûr. Il y a peut-être d'autres mécanismes qui peuvent expliquer éventuellement cette diminution. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait des diminutions, j'en ai parlé un petit peu d'Abeta40, mais aussi des autres peptides amyloïdes ou encore des autres fragments de l'APP qui sont diminués dans la maladie à corps de Lévy. Donc cette diminution en fait pourrait être expliquée par une moindre production finalement de la bêta-42. Donc il y a plusieurs hypothèses et on ne sait pas exactement pour le moment ce qui est responsable de la diminution de la bêta-42 chez les patients en maladie à corps de Lévy. Merci. Alors, pour ce qui est de faire la part des choses entre le dysfonctionnement mitochondrial central et périphérique, la réponse courte, c'est non. Pour l'instant, on n'a pas de données, je ne sais pas. Après, pour la réponse un peu plus longue, en fait, là, donc, les travaux que j'ai présentés de Perrine Millot, c'est sur des cellules périphériques. C'est sur des PBMC, donc des globules périphériques. Après, longtemps, on a considéré que le cerveau, c'était un peu une boîte opaque et que ce qu'on voyait doser en périphérique, notamment les lymphocytes et tous les globules blancs périphériques, n'étaient pas du tout les mêmes que ceux dans le cerveau. Mais maintenant, on sait qu'il y a énormément de communication et qu'en fait, la barrière hématoméningée, finalement, n'est pas du tout quelque chose d'étanche. Et donc, c'est quand même possible que ces anomalies mitochondriales qu'on voit en périphérie, elles reflètent des anomalies mitochondriales centrales. Pour répondre à cette question, les perspectives de ce travail, c'est d'aller voir la mitochondrie sur des prélèvements de tissu cérébral. C'est-à-dire d'essayer de répondre à cette question en mesurant les mêmes protéines mitochondriales à l'aide d'immunomarquage dans le tissu cérébral pour voir si, il y a des anomalies et si, ces anomalies sont les mêmes ou si elles sont différentes de celles vues en périphérie. Voilà, et c'est ce que fait Perrine actuellement. Moi, j'ai une question. J'aurais aimé savoir, dans tout ce que vous avez présenté, qu'est-ce qui peut devenir assez rapidement un outil d'utilisation relativement massive et accessible au plus grand nombre, et qu'est-ce qui est un niveau de recherche et quelles perspectives on peut imaginer en essayant de mettre sinon des dates, en tous les cas des perspectives de temps approximatives. Alors, concernant la RT Quick, sur Strasbourg, on est en train de développer et donc c'est quasiment au point. Je pense que dès l'année prochaine, ça pourra être utilisé. En tout cas, on pourra lancer des études avec la RT Quick parce que ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Donc, en tout cas, voilà, pour la partie LCS, liquide cérébrospinal, il y a cette technique qui pourrait être utilisée assez rapidement, je pense. Pour les marqueurs sanguins, je pense que ce qui est de manière assez nette le plus avancé, c'est les dosages donc des biomarqueurs de la ponction lombaire dans le sang, et c'est notamment les dosages des protéines phospho-tau. Qui commencent à être examinés dans des grandes cohortes de patients issus de la vie réelle.
Néanmoins, le temps de la recherche est beaucoup plus long que le temps de la clinique. Même si ces marqueurs ils existent, qu'on les mesure, il faut, pour que ça rentre dans les outils du clinicien au quotidien, il faut qu'ils soient validés sur le plan technique, il faut que ça soit harmonisé entre les centres, il faut qu'on ait des matériels de référence et il faut que les cliniciens se mettent d'accord sur comment on va les utiliser. Et donc ça, je pense que ça prendra encore plusieurs années. Et une dernière question, et après je laisse les questions au Zoom. Est-ce qu'il y a une coordination à l'international sur ces types de projets? Est-ce que vous travaillez en équipe avec d'autres pays? Oui, il y a un réseau européen qui s'appelle European DLB et on participe à des recherches sur des biomarqueurs dans le cadre de ce réseau. Et d'ailleurs, certains papiers sont issus de ce réseau dans la présentation qu'a faite Agathe. Et c'est vrai aussi dans la maladie d'Alzheimer. Donc oui, plus on regroupe des données, et les deux centres français dans le réseau européen, c'est Frédéric et moi à Paris. Donc plus on regroupe des données et plus on a d'informations. Maintenant, il y a toujours une grande différence entre ce qu'on découvre dans ce qu'on appelle des cohortes de recherche, c'est-à-dire des groupes de patients qui sont sélectionnés pour entrer dans la recherche. Et souvent, ces groupes de patients, ils sont sélectionnés comme n'ayant pas d'autres maladies, notamment d'autres maladies vasculaires cérébrales. Donc c'est des cohortes très pures, entre guillemets. Et ce qui se passe dans la vie réelle, où on est confronté évidemment à la maladie à corps de Lévy, mais parfois à la dégénérescence frontotemporale, parfois à quelqu'un qui a fait un AVC, enfin voilà. Donc il y a toujours quelques années en fait entre ce qu'on arrive à mettre au point en recherche, ou même si on a une bonne technique bien reproductible, bien validée, après la confronter à la réalité quotidienne, c'est encore une autre étape. Merci beaucoup. Une question pour le docteur Vrillon. Sur la neuroinflammation, vous expliquiez que c'était surtout important en début de maladie. On a beaucoup parlé des fluctuations dans la clinique de la maladie à corps de Lévy. Est-ce qu'on sait s'il y a aussi des variations de l'inflammation? Et si marqueur qui dit mécanisme pathologique dit aussi peut-être traitement, parce que moi, en psychiatrie, les traitements de l'inflammation existent aussi, même dans certaines. Il y a pas mal de case reports dans certaines dépressions où ça a pu être donné des pistes. Merci. Oui, alors c'est une question très importante à laquelle il n'est pas simple de répondre. La première chose, c'est que très souvent, les patients chez qui on mesure les marqueurs, c'est à un temps T. Alors des fois, il y a des études où on va remesurer à 1 an, à 2 ans, mais généralement, voilà, on mesure à un temps T et c'est pas forcément un taux qui va être entièrement le reflet de l'état inflammatoire. Par exemple, il y a aussi des variations au cours de la journée de tous ces marqueurs, en fait, avec le jour, la nuit. Et il y a beaucoup de variabilité interindividuelle. C'est-à-dire qu'on sait que dans l'inflammation, c'est un mécanisme qui est sans doute présent de manière différente entre les individus et entre les différentes maladies neurodégénératives. Dans la maladie à corps de Lévy, à ma connaissance, ces marqueurs, ils n'ont pas été étudiés en lien avec les fluctuations. Mais effectivement, on peut penser que ces phénomènes-là, ils participent à la variabilité d'expression clinique de la maladie, à la variabilité de mécanismes. Il y a peu d'évidence et c'est des petits groupes, de patients qui sont explorés. Mais après, effectivement, c'est des marqueurs qui sont capitaux parce qu'il y a des essais thérapeutiques, et notamment un dont on parlera cet après-midi sur des traitements anti-inflammatoires. Donc, c'est le neflamapimod. Et ces marqueurs-là de neuroinflammation, ils vont être importants pour évaluer ces nouvelles thérapeutiques. J'aurais peut-être une question de mon côté qui s'éloigne de la maladie à corps de Lévy, mais qui a son intérêt. Le docteur Cogna a évoqué ce matin la question des maladies psychiatriques avec involution cognitive. On a toujours des difficultés pour savoir si cette involution cognitive est de nature neurologique, neurodégénérative ou bien propre à la physiopathologie du trouble psychiatrique. Et donc j'en viens aux neurofilaments. Puisque les neurofilaments sont un marqueur de la lise neuronale, on a tendance à se dire qu'ils sont plus en lien avec une maladie neurodégénérative. Est-ce que vous pensez que ces neurofilaments en chaîne légère pourraient aider au diagnostic différentiel des troubles psychiatriques d'origine neurologique ou psychiatrique? Des troubles cognitifs d'origine neurologique ou psychiatrique? Alors c'est quelque chose qui a, à ma connaissance, pas été
énormément étudié entre MCL et des patients psychiatriques qui pourraient avoir une symptomatologie proche. Par contre, pour prendre une autre maladie neurodégénérative, c'est des marqueurs qui ont été étudiés pour différencier les démences frontotemporales, donc qui sont des maladies neurodégénératives, mais plutôt à prédominance temporale, avec des troubles comportementaux, des pathologies psychiatriques. Et les résultats sont assez variables, c'est-à-dire qu'il y a des résultats qui montrent une bonne efficacité. Après, quand on est allé dans la vraie vie pour différencier les DFT et des phénocopies de DFT, les résultats que j'ai pu voir étaient moins concluants parce que c'est des marqueurs très sensibles qui peuvent être augmentés pour beaucoup de raisons, et aussi que les tailles d'augmentation sont assez faibles, donc il y a beaucoup de chevauchement entre les groupes. Après, je pense quand même que c'est des marqueurs qui auraient un potentiel dans ces maladies, mais ça reste à démontrer de manière formelle. Je pense qu'il n'y aura pas un seul marqueur. En fait, Agathe, elle est très modeste, elle ne montre pas ses papiers, elle ne montre pas tout ce qu'elle a fait, mais on a fait les NFL dans toute la cohorte qu'on a, et effectivement, les résultats, ce que je disais à l'instant, hein, c'est évidemment moins joli que DFT versus témoin ou maladie psychiatrique versus témoin. Et je pense qu'on n'aura pas un marqueur qui va nous permettre de différencier ces choses-là. Ça va être plusieurs marqueurs, une combinaison de plusieurs marqueurs. Alors, il y a des questions sur Internet. Comme on parle de neurofilaments, je vais aller vers ce sujet. Il y a quelqu'un qui demande, par rapport aux neurofilaments, est-ce qu'il reste bas dans la maladie de Parkinson au stade de démence, ou est-ce que ça évolue ? Alors oui, effectivement, ça évolue. Les patients qui ont une longue durée d'évolution de la maladie de Parkinson vont présenter à un moment des troubles cognitifs avec une perte neuronale, et donc les neurofilaments vont un petit peu augmenter. Et donc, c'est ce qu'on appelle le PDD, Parkinson Disease Dementia, donc c'est la maladie de Parkinson au stade de troubles cognitifs majeurs, et ces patients-là vont avoir des taux de NFL qui vont être comparables à ceux des patients avec une maladie à corps de Lévy. Et donc, quand je parle de l'utilisation de ce marqueur pour différencier les deux groupes, ça serait en début d'évolution, en fait, au stade prodromal, plus que tardivement dans la maladie. Et ensuite, je peux fusionner deux questions. Il y a donc deux personnes qui demandent, est-ce qu'un médecin traitant peut prescrire des examens comme le DaTscan ? Est-ce que c'est pertinent aussi de le faire avant d'aller voir le neurologue ? Et pareil, est-ce que les biomarqueurs sanguins peuvent être mesurés dans un laboratoire de biologie, par exemple ? Pour le DaTscan, on va laisser répondre Bernard. Je serais content qu'un Français réponde aussi, parce que moi, je peux vous répondre pour la Belgique, mais je ne peux pas vous répondre ici. Mais en Belgique, il faut être neurologue pour prescrire un DaTscan. Alors chez nous, l'indication, elle est réservée aux neurologues, mais certains médecins traitants le prescrivent. Mais le DaTscan ne fait pas le diagnostic. Vraiment, il y a énormément de prescriptions de DaTscan. Tous les médecins nucléaires en parlent, en tout cas en France. Le DaTscan, à lui seul, ne fait pas le diagnostic. Ça, c'est vraiment un élément important. Et pour les marqueurs sanguins, on n'est pas encore en pratique clinique courante, hein. Donc, il faut toujours se méfier Il y a des marqueurs sanguins en vente, mais qui ne sont pas validés, scientifiquement parlant. Donc, il faut toujours se méfier de l'utilisation de marqueurs qui ne sont pas validés. Et pour ceux dont a parlé Agathe et qu'on connaît bien dans le service, ils ne sont pas encore validés en pratique clinique courante. C'est-à-dire qu'on sait mesurer, mais on ne sait pas ce que ça donne ça donnerait si on les utilisait en pratique clinique courante quant à leur valeur diagnostique ou pronostique. Pour abonder un peu dans ce sens-là, les résultats que vous avez sur les NFL, est-ce qu'ils sont plus sensibles que spécifiques ? Est-ce que, pour parler du futur de la pratique clinique, parce que ce n'est pas la pratique d'aujourd'hui, mais on se dirige sans doute dans la maladie d'Alzheimer vers des dépistages en utilisant la bêta-42 sur la bêta-40 et ce genre de choses, et d'aller confirmer après par une ponction lombaire, par un PET scanner, la présence de la pathologie. Est-ce que chez des patients en consultation de psychogériatrie, on pourrait imaginer à moyen terme qu'on ait un dépistage par les NFL et puis qu'on aille faire par exemple une TPFDG pour confirmer une pathologie neurodégénérative qui se justifierait sur base du fait qu'on a un NFL élevé. Mais pour ça, il faut une bonne sensibilité. Alors oui, je dirais que c'est un marqueur sensible, même trop sensible, c'est-à-dire qu'il s'élève dès qu'il y a un dégât neuronal, donc il peut être élevé après un traumatisme crânien ou même un accident vasculaire cérébral qui est passé inaperçu.
C'est un marqueur typiquement pour lequel on a perdu en passant de la recherche à la clinique. Donc nous, on a mesuré les NFL dans une cohorte de pratique clinique de plus de 500 patients. Et en fait, on voit qu'il y a des situations très claires avec des patients qui ont des taux très élevés, qui sont très nettement pathologiques. Mais il y a aussi beaucoup de patients qui sont un peu dans un taux moyen, dont il est difficile de conclure quelque chose. Et ceci d'autant plus que c'est un marqueur qui est extrêmement lié à l'âge, c'est-à-dire qui augmente de manière physiologique, qui est très bas chez les sujets jeunes et qui va augmenter un peu continuellement. Et donc on aura aussi sans doute besoin de valeurs seuil qui soient ajustées à l'âge, mais ça demande des cohortes énormes, voilà, dont les premières données ne sont pas forcément disponibles. Bon, eh bien, merci à tous les orateurs pour ces communications vraiment passionnantes qui nous ont fait avancer dans la compréhension de la maladie et puis dans les pistes diagnostiques à venir. Puis je remercie également, bien entendu, tous les organisateurs de ce colloque A2 MCL qui permet aux professionnels d'échanger avec vous, les représentants des familles. Ça me semble vraiment essentiel pour nos pratiques d'avoir vos retours.